La Normandie est une des régions de France qui compte le plus d'entrepreneuses. Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, je vous propose justement de partir à la rencontre des femmes qui font vivre et qui exportent les savoir-faire normands dans le monde entier. Stéphanie, éleveuse de moutons de Pré-Salé, nous expliquera ce qui l'a poussée à tout abandonner pour se lancer dans la gestion d'un troupeau. Par là? Oui, je crois que tu voulais les pousser par là. Non, on va le mettre dans le parc en bois. Ah, j'ai pas compris. Agathe nous racontera comment elle a repris et transformé l'entreprise familiale pour en faire un domaine cidricole de pointe. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Quand vous aimez quelque chose, vous avez 12 ans, vous vous dites voilà, c'est ici que j'ai envie d'être. Et enfin, Charlotte partagera avec nous son combat pour l'exportation de notre camembert normand dans le monde, et ce, malgré les normes de plus en plus contraignantes. Quel est aujourd'hui le pays dans lequel tu veux inonder de camembert? Les États-Unis, parce que c'est un gros Pas marché. gagné. Ouais, non. Histoire de se balader, nos entrepreneuses normandes ont du talent. Et nous commençons notre série de portraits dans les environs de Saint-Germain-sur-Haye avec Stéphanie. Je pars retrouver cette bergère enthousiasmante dans un Pré-Salé pour découvrir son parcours original, mais aussi et surtout son troupeau auquel elle a consacré tant de temps et d'énergie. Ah! Enchanté Stéphanie. Bonjour. Ça va? Oui, Donc c'est ici que tu travailles. Sympa quoi, comme bureau. c'est un Qu'est-ce que beau t'en lieu de penses? travail. Ah oui, moi j'adore. Tu te rappelles de la première fois que tu es arrivé ici? Oui, c'était en hiver. Donc c'était pas aussi agréable. Il y avait un côté brumeux, mais un petit peu comme dans les Highlands, très, très mystérieux. Quand tu es arrivé là, est-ce que tu as senti un attachement direct avec cette terre ou pas? Je te parle de la terre d'abord. Un Il y a quelque attachement, je sais pas, mais un sentiment de liberté énorme du fait que tout l'horizon, il est décloisonné. Et comme moi j'arrivais de Paris, où le point de vue est toujours limité par des immeubles, voilà, ici soudain tout paraissait ouvert et possible, et donc plutôt un grand sentiment de pouvoir respirer et d'être libre. Alors si je regarde l'orientation de mes poils, il est presque 4 heures. Oui. T'as quelque chose à faire de spécial ou pas là? Oui, en fait, on va rentrer le troupeau parce qu'il y a une marée qui se prépare. Puisque comme on est sur les Pré-Salés, ils sont soumis au recouvrement par la mer une fois par mois lors des très grandes marées. Il y a une marée qui commence demain matin. Donc si je ne veux pas avoir de brebis qui aient les pieds dans l'eau ou qui soient même emportées par les rivières en crue, Ah, ça pourrait arriver ça? Oui, ça arrive. Il faut qu'on rentre tout le troupeau. D'accord, bon bah je te suis. Gala, où est-ce qu'on va? Gala, il veut toujours aller au mouton. J'imagine. Gala, reviens. Il faut toujours lui rappeler qu'en fait, il travaille pour moi. D'accord, je comprends. Et il n'a pas à être autonome et prendre des décisions de « Oh, ben, je vais ramener ces brebis là ». Non, c'est... Un Gala, tu n'oublies pas, tu travailles pour ta maîtresse. Donc là, tu travailles en binôme. Est-ce que tu pourrais, sans chien, maîtriser ton troupeau? Est-ce que tu pourrais le faire rentrer à l'heure? Non, Non. si j'avais pas de chien, je crois qu'il faudrait peut-être être 30 personnes Non, c'est vrai? oui, pour faire une grande chaîne et forcer les brebis à rentrer à la bergerie. Donc là, on va faire le tour par là, sur la droite, c'est ça? Ouais, enfin en principe, le chien va le faire pour nous. Gala à droite. Oh là là, c'est vrai qu'il se donne, hein. Doucement. Stop. Couché. Parce que tu as vu tous les petits fossés qu'on a dû sauter, Ouais, je sais. toutes les grandes surfaces qu'il y a, ça muscle les animaux. Ah, d'accord. C'est pas des animaux bouboules qui restent Ouais. voilà, à manger sur place en faisant du gras. C'est des animaux sportifs, sveltes, D'accord. et ça se ressent sur leurs grains de viande, sur les muscles qui sont longs. Voilà, donc ça façonne tout l'animal, ce milieu. Là, on se rapproche des moutons. Quand toi, ils te connaissent, est-ce que ça veut dire que moi, par exemple, je dois pas porter la voix, je vais leur faire peur ou Elles me connaissent, mais elles sont tellement timides et farouches elles vont me fuir et elles vont me craindre un peu. Si j'étais dans un grand bâtiment et que je leur donnais tous les jours plein à manger, ce serait comme des petits chiens. Dès qu'elles me verraient, elles bêleraient pour avoir de l'alimentation. Ce mode d'élevage a renforcé leur instinct grégaire. Dans le groupe des animaux domestiqués, c'est quand même les moins faciles à approcher. Quelle source de joie, de plaisir, voire de béatitude tu peux avoir dans ce travail-là, notamment à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des petits moments, des petites étincelles de... Ah oui, il y en a plein. Là, de constater que toutes mes brebis, malgré leur désarroi, se sont rappelées que la bergerie, c'était à gauche après la rivière, alors elles ont emprunté un itinéraire qu'elles prennent jamais. Donc c'est pas leur sentier, c'est pas leurs habitudes, c'est pas leur rituel. Il y a 3 ou 4 ans,
Ça m'arrivait jamais. Et ça a été très dur de créer un esprit d'unité au troupeau pour que le troupeau fonctionne comme une famille ou comme un troupeau. Donc ça, c'est ma grande source de fierté d'avoir donné une unité au troupeau. Ça paraît peu vu de l'extérieur, mais je sais tous les efforts qu'il a fallu pour créer ça, donc je suis assez contente. Elle est là-bas, Stéphanie, elle a fait tout le tour du champ. Et elle est en train de les ramener dans ce sens-là. Donc normalement, on devrait se retrouver juste là. Oh, the devil's inside. You opened the door. You gave him a ride. Too young to know. C'est bien les filles, c'est pas mal. Oh, Doucement. oh. Allez, on se tasse au fond. Hop. Quand tu étais petite, c'était le rêve que tu avais d'élever des moutons comme ça? Non, non, j'aimais pas du tout la campagne. Comme j'ai grandi en centre-ville, je voyais que des vaches par la fenêtre du TGV quand j'allais dans une autre ville. Mais quand j'ai découvert ce milieu-là, ce type d'élevage, les prés salés où on vient de se balader, ça m'a paru dans l'ordre des choses. Et je suis venue refaire des études pendant 1 an ici dans un lycée agricole parce que je ne pensais pas que c'était une connaissance innée. À quel moment tu as eu ce déclic? Tu pourrais me raconter ce jour où tu t'es dit, tiens, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Ça m'a paru naturel le jour où, étant en vacances ici, un éleveur de moutons m'a demandé de lui donner un coup de main pour sauver des agneaux qui étaient en train de mourir, en fait, parce qu'ils avaient été pris dans la marée. Et il m'a dit, allez, vas-y, bah, tu trouves, hein, tu prends un agneau, tu l'accroches à une mamelle, t'essayes. Et il m'a laissée toute seule. Et en fait, c'était assez naturel et assez intuitif. Puis le corps d'une brebis, c'est chaud, c'est rond, c'est doux. Et il y a un côté très charnel, très, très fusionnel. Et c'est à partir de cette nuit-là que soudain, j'avais ça dans le corps. L'envie d'être en contact avec des moutons. Et en faisant tout ça, j'ai aussi retrouvé, moi, une relation avec mes bras et mes jambes qui étaient des outils que je n'utilisais pas en ville, à part pour courir dans le métro. Et ici, retrouver les sens, tous ces sens-là, ça a du sens. Faire confiance à son intuition aussi pour sentir le troupeau plus ou moins nerveux, regarder la météo parce que selon le vent qui peut tourner, la mer va monter différemment. Oui, on doit découvrir plein de choses en soi, découvrir sa capacité à prendre des décisions, à affronter des choses inaffrontables, à surmonter des obstacles ou à les contourner avec malice. Est-ce qu'il n'y avait pas une peur abyssale de te dire que c'était à l'opposé de ce que tu vivais et que tu n'étais pas forcément adapté pour cette nouvelle vie? C'est tout l'inverse. Ouais. La peur abyssale, c'est devenu celle de rester à Paris, où j'avais l'impression de ne plus avoir de perspective et que je ne saurais jamais qui je suis. Et je devenais complètement neurasthénique. Hein. Je n'arrivais plus à prendre le métro en une fois. Quand je devais faire un trajet, toutes les 3 ou 4 stations, je remontais à l'air libre pour respirer et me mettre du pchut relaxant dans la bouche. Ouais. Je devenais complètement siphonnée à Paris. C'était pas une fuite de venir ici? Non, parce que j'avais pas la sensation d'être malheureuse en ville. Ouais, mais j'avais la sensation d'être au bon endroit, ici. Tu m'as dit que tu faisais des produits justement à base de plantes. Et mes produits à base de plantes, tu vas être déçu, c'est surtout des infusions. Mais alors, j'ai le droit d'aimer les infusions, oui. Mais c'est relaxant, après une grande marche comme ça. Il y en a qui drainent les jambes, la circulation du sang. C'est très bien après avoir marché 2 heures dans les prés salés. Après cette belle balade et cette rencontre forte en émotions, je reprends la route. J'ai rendez-vous avec Agathe, sous un pommier, pour découvrir l'histoire de son domaine et pour goûter, avec modération évidemment, le cidre du domaine d'Apreval. Ah, ça y est, j'arrive là dans un domaine cidricole qui se trouve à Pennes-de-Py. Alors Pennes-de-Py, c'est à quelques kilomètres de Villerville. Et je vais la rencontrer Agathe, qui est la patronne de ce domaine ici, et qui devrait, normalement je l'espère, me dévoiler tous les secrets de son cidre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au manoir d'Apreval. Merci Agathe. En fait, on est quand même sous le fruit défendu. Exactement. Alors, ça fait quoi de travailler ce fruit défendu? Oula. Ça fait... Non, c'est super, c'est super. J'ai repris il y a 18 ans, en fait, 18-20 ans, l'exploitation qui était une ferme en polyculture et on a replanté pas mal de pommiers pour pouvoir se spécialiser en fait en cidriculture. Ça, c'est l'une des pommes qu'on va utiliser ici pour faire le cidre? Ouais. Je goûte? Ouais. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est amer. En fait, c'est une amertume tac, qui arrive tout de suite dans la bouche, qui explose en bouche. C'est une amère, ça.
celles-là, elles ont une autre couleur. C'est les mêmes ou pas? Celles-là, elles sont un peu plus acidulées. Ah ouais. Vous n'aimez pas tellement mes pommes, hein, j'ai l'impression. J'espère que je vais aimer le cidre. Donc c'est vrai, je comprends en fait ce qu'on peut rechercher dans les pommes pour retrouver un équilibre gustatif, quoi, au final. C'est toujours l'équilibre en fait entre l'amertume, l'acidité et le sucre. Et donc c'est ça qu'on travaille et qu'on sait travailler, plus que les arômes d'ailleurs, Eh oui. puisqu'on fait varier nos arômes, puisqu'on varie en variété. Mais que je comprenne bien, en fait, ce domaine que vous avez repris il y a 18 ans, est-ce que c'est quelque chose qui vous était totalement étranger ou est-ce que c'était une affaire, c'est des amis, de la famille, c'était quoi exactement? C'est ma grand-mère donc habitait là et c'est en fait c'est un domaine qui m'était très cher. En fait, je voulais vivre tout le temps en permanence ici. Mais quand j'ai pu reprendre effectivement l'exploitation et m'installer ici vraiment et m'en occuper, j'ai tout de suite dit oui et je suis arrivée, c'est comme ça que je suis arrivée là. Alors il y a 18 ans, la première cuvée, elle était comment? Très bien. En fait, ça a assez bien, ça a assez bien marché dès le départ. On a commencé à 6 000 bouteilles. Hein, donc Oui. C'était voilà, notre production à nous a été petite au départ. Quoi. Il y a combien de bouteilles aujourd'hui qui sortent d'ici? 42. 42 000. Moi, j'ai pas le désir d'être une multinationale industrielle, donc moi, j'ai envie de rester chez moi. Donc, dans ce même jardin qui vous forcément, fascinait étant petite, est-ce que quand vous étiez gamine, vous imaginiez à la tête ici de ce domaine en faisant de la cidriculture ou pas? J'aimais bien, bon, moi j'aime bien les grands espaces, j'aime bien la campagne, j'aime bien un peu le côté industrie-fabrication, pas le côté industriel, mais quand même un peu le côté fabrication. Donc voilà, après, je ne pouvais pas m'imaginer être là aujourd'hui. Dans ce qu'on a pu vous donner comme retour sur ce cidre, qu'a été le commentaire, la réflexion la plus satisfaisante, la plus agréable à entendre? Quand les clients sont contents et disent ça c'est un bon cidre et qu'ils aiment et que ça rentre, ça leur fait plaisir. Oui. Ça c'est une grande satisfaction. Et quand la personne et après rachète le millésime suivant et le millésime d'après et le millésime suivant et encore l'après. Ça, c'est quand on a un client fidèle, c'est ce qu'il y a de mieux. Et la famille, elle en pense quoi justement de tout ça? Elle me soutient vachement. Non, elles sont super partie prenante émotionnellement. Alors, il faut quand même vous dire que le fils d'Agathe est dans la bière. Oui. Donc c'est pas un hasard non plus, ça a quand même suscité des vocations. Voilà. C'est pas évident de garder des domaines comme ça dans des familles. Il faut une activité économique. Et donc, effectivement, la reprise la perpétuité d'une activité économique sur un domaine, c'est un vrai sujet. Et il faut, dans le long terme, pouvoir envisager tout ça pour pas finir par vendre, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, quoi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir garder ça. Ça, c'est vraiment important. Le marché du cidre, Agathe, est-ce qu'il change, est-ce qu'il évolue et est-ce que l'image du cidre elle-même change au niveau national et international? En fait, le marché du cidre, il va de pair avec les efforts qu'ont fait, je pense, les producteurs sur la stabilité de leur cidre, la connaissance de leur cidre, de leurs pommes, de leur production. Donc ils ont su mieux en parler. Ça, ils ont fait des cuvées aussi qui étaient un peu plus différentes des autres. Ils ont essayé quand même de mieux valoriser leurs produits. Ce qui a fait que les gens ont commencé à s'intéresser. On a aussi fait un peu de communication. Donc tout ça a fait que l'image du cidre a changé. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans même, les gens ils arrivaient ici, ils disaient vous avez du cidre? Je disais est-ce que vous voulez goûter? Ah non mais je connais le cidre. Oui. Aujourd'hui les gens ils arrivent, ils se disent qu'est-ce que vous avez comme cidre à me proposer? Complètement différent. Oui. Le cidre a le vent en poupe. Oui. Que ça soit en France, pour les cidres artisanaux en tout cas. Le cidre, on arrive à l'exporter. Moi, je l'exporte jusqu'au Japon, en Suède, où le marché explose aussi. Bon, alors après 18 années de travail et d'efforts, est-ce qu'on peut goûter la récompense? On va goûter la récompense. Allez. Le voilà, le fameux. Alors, on va faire la dégustation. On va commencer par le brut. Alors, c'est ce qui fait. Oh, joli bruit. Ah, il y a une sacrée pression là-dedans. J'ai un petit micro ici, regardez, écoutez. Alors, comment on déguste un cidre d'abord? Alors, comme un vin. Comme un vin. Donc, le nez. Je vais tourner un peu dans le verre, comme ça aussi. Je voulais. Pour développer les arômes.
Ça me paraît plutôt fleuri, frais, acidulé. Et avec une attaque de pommes comme très acidulée au nez. Assez agréable. Ça donne, Le fruit, on sent bien la pomme. Là. Ah oui, oui, ça donne envie de le boire. Hein. Ça me paraît être j'allais dire un champagne. Champagne normand. Bah, non, mais c'est vrai que parce que la bulle est quand même très fine. On n'a pas les bulles qui explosent en bouche comme ça. Et puis, l'arôme, le goût, on le garde quand même assez longtemps. Hein. C'est plutôt long en bouche. Non, Je ressors 2 autres verres pour goûter l'autre. Alors, la différence entre un cidre brut et un cidre demi-sec, c'est quoi? Bah, en fait, brut, demi-sec et doux, c'est relatif à la teneur résiduelle en sucre que l'on a au moment où on embouteille. Parce qu'en fait, le cidre, c'est quoi? C'est la fermentation des jus de pomme. Donc au début, on a une certaine densité du sucre qui vient de la pomme. Bien sûr. Et ce sucre, il va se transformer en alcool sous l'action des levures. Le brut, c'est les fermentations peut-être les plus longues, et on a moins de sucre et plus d'alcool. Et les doux, ou les demi-secs, on arrête les fermentations plus tôt, on a plus de sucre résiduel et moins d'alcool. Ça, c'est du demi-sec, Donc c'est toujours... Alors, il est embouteillé un peu plus doux, effectivement, qu'un brut. Ah, ça, c'est très gourmand. Très gourmand. On pourrait conseiller de l'associer avec quoi, par exemple, comme type de nourriture? Alors, moi, j'aime beaucoup avec les viandes blanches. Oui. Je trouve que ce cidre va très bien avec tout ce qui est volaille, viande blanche, poulet vallée d'Auge. J'adore avec le fromage. Ça met en valeur le fromage, Ouais, c'est ça. parce que ça l'éteint pas avec comme du vin rouge, si vous voulez. Oui, oui. Et donc là, c'est une alliance qui est vraiment sympa. Santé, Agathe. Chin. Merci pour cette belle découverte. Ouais, merci à vous d'être venus. Et puisque selon Agathe, le cidre et le fromage s'accordent à merveille, je vous propose de reprendre la route vers le petit village de Camembert. Nous parlerons fromage et exportation avec Charlotte. Et pour commencer, je vous emmène chez un de ses producteurs de lait à Pointel. Bon, j'ai rendez-vous avec Charlotte qui est une exportatrice de Camembert. C'est notamment grâce à elle qu'on retrouve ce fameux fromage partout aux 4 coins de la planète. Et je vais la retrouver avec Alain, un ami à elle, qui est agriculteur, qui est passé en biologique. Et ils vont nous expliquer ce qu'on peut faire comme beau produit avec le lait des vaches et surtout comment on fait pour le vendre dans le monde entier. Ils sont là. Bonjour. Excusez-moi, je vous coupe pour le plein de conversation. Vous avez l'air totalement Bonjour. passionné, ça tombe C'est ça. bien. Charlotte, toi, tu es exportatrice de Camembert. C'est ça. Donc grâce à toi, le Camembert, il est où d'ailleurs? De Tokyo à Oui, Buenos Aires? on est encore au début, mais pour l'instant, il est du Canada en Australie quand même. Ah, donc là, en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de manger un Camembert que tu lui as vendu en Australie. Voilà. Donc il est bien coulé en Australie, hein, le temps d'arriver là-bas. Ouais, je pense. Ouais. Ils ont bien chaud en plus en ce moment. Il est à point, oui. Et alors, toi, Alain, vous travaillez ensemble, c'est ça, hein? Voilà, t'as tout compris. Comment vous en êtes venus à travailler ensemble? À la proximité de la fromagerie. Voilà. Et après, comme il s'est mis à faire du bio et que nous, on est producteurs de fromage au lait cru bio depuis Et puis, 2005. je on vais a être fait franc, je appel ne devrais pas à le dire. la- J'ai travaillé en conventionnel, donc avec des entreprises où on était des numéros. Et maintenant, quand on a des contacts, c'est Alain Davy, c'est pas le numéro 10 188 ou je sais pas. C'est le tutoiement, c'est une autre relation. Donc aujourd'hui, tes produits, ils sont forcément différents. Tu peux regarder un peu ce que mangent mes vaches. Du vrai. Il y a quelque chose de spécial? Donc là, c'est que du trèfle, donc pour faire de la bonne protéine pour notre camembert. Donc pour faire un bon camembert, il faut de la matière protéique et de la matière grasse. Et là, on a tout ce qu'il faut dans le champ pour ça. On parle du terroir souvent quand on parle d'AOP. Et tu vois, notre terroir, c'est ça, c'est ce qu'elles mangent, nos vaches. Ça te fait du bien de revenir un petit peu ici, voir la matière première aussi, non? Ouais, bah oui, moi j'aime bien à chaque fois pouvoir venir voir les vaches ou quoi, mais je viens pas non plus très souvent voir Alain. À mon grand regret, mais c'est comme ça. Ah bah oui. Nous, on a des fois des clients qui nous disent on vient visiter la fromagerie, donc nous on est content de faire visiter la fromagerie, mais on aime bien aussi leur faire visiter le terroir et notamment nos producteurs pour leur montrer aussi qu'ils sont à côté et qu'ils sont contents de travailler avec la fromagerie Gillot et qu'ils ont des belles exploitations. Ouais. Donc j'avais fait venir donc, il n'y a pas longtemps, c'était un Danois et un Norvégien pour voir. Nous on galérait à trouver un peu les termes en anglais ou quoi que ce soit. Donc toi, pour, tu faisais la traductrice, c'est Voilà. ça? Voilà, on essayait. Avec l'anglais, j'ai du mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc je comprends bien, mais par contre, c'est vrai que des fois, on rigole bien. Oui, il m'avait sorti des trucs assez drôles. Ouais. Du genre? Moi, je savais pas dire fumier. Ouais. Et donc, Et donc, direct, moi, Alain. J'ai trouvé merde, shit, quoi. Et il me dit shit is good. Je dis Shit is ok. good. Donc là, le Norvégien était mort de rire. Mais ils ont bien aimé. Ils m'ont dit on n'a jamais vu un producteur aussi heureux. Je vais dire Ouais, parfait. d'accord. Donc là, on peut vraiment dire que le bonheur est dans le pré pour le coup. Presque, Ah, on ça peut y est. le dire. Ouais.
Charlotte, toi, est-ce que tu es tombée dans le camembert toute petite? Pas dans le camembert au départ, je suis tombée dans le beurre toute petite. Ah. Mais oui, parce que entreprise familiale de beurre, mon grand-père qui avait créé une entreprise familiale donc à la Chapelle d'Andenne. Et après, donc, en 2005, ils avaient racheté la fromagerie Gillot. Et derrière, moi, j'ai fini par travailler dans la fromagerie, donc à l'export. Voilà. Et après, j'ai rencontré quelqu'un de la chambre de commerce à Caen, donc à côté de chez nous. Et elle m'a dit, mais attends, il faudrait peut-être que tu essaies d'obtenir des aides pour développer l'export chez Gillot. Et donc là, je me suis dit, bah, tiens, ouais, pourquoi pas, il y a peut-être une opportunité. J'ai démarré, mais ça fait 2 ans, l'export un peu pour Gillot, quoi. Donc au début, dans notre stratégie, j'ai pris un peu les pays les plus proches, donc Belgique, Angleterre, Allemagne, donc qui était le plus simple. Et là, on fait des salons, on rencontre plein de monde. Et on présente nos produits et on voit s'il y a un intérêt ou pas sur le marché, quoi. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on réussit ou pas à vendre un camembert à l'étranger? C'est quoi les arguments chocs? Bah, moi, j'ai la chance aussi, on a entreprise familiale, donc on est des indépendants, on a des produits avec une histoire. Donc, comme je disais, on a des producteurs qui font des produits bio. On fait du vrai produit AOP, le fait qu'on a les producteurs qui sont uniquement autour de la fromagerie, que c'est du lait normand, donc ça aide aussi à vendre. J'imagine que tu le fais goûter, ce fromage, quand tu Oui. essaies de le vendre. Ouais, ça c'est important. Les retours les plus étonnants que tu as pu avoir de la part de tes clients? Quand on fait goûter à des Asiatiques ou choses comme ça, j'avoue que bon, l'AOP, ils goûtent. Alors, des fois, ils vont adorer, mais bon, en général, ils préfèrent le plus doux, le pasteurisé. Sinon, pour eux, c'est le fromage qui pue, quoi. C'est ça. Ouais. Par exemple, les Norvégiens qui sont venus, qui à la base voulaient de l'AOP ou choses comme ça, au final, ils ont vérifié par rapport aux normes bactériologiques du pays et finalement, ils ont pris un pasteurisé. Nous, on était un peu déçus et même celui qui est venu était un peu déçu parce qu'à la base, ça devait être un vrai AOP qui devait se vendre là-bas. Mais peut-être que plus tard, on y arrivera. On veut vendre des bons produits et eux, ils veulent en manger, mais ils ne peuvent pas à cause des normes bactériaux. Donc, c'est assez galère, quoi. Est-ce que tu es fier de ton produit, du produit que tu vends, j'imagine? Ouais, non, je suis fière de vendre ce produit et fière aussi de représenter les produits normands. Et, la France aussi, on a de la chance aussi. On a le camembert, c'est quand même le fromage le plus connu, quoi. Dès qu'on arrive quelque part, camembert, c'est connu. Est-ce que c'est pas d'autant plus difficile de vendre du camembert à l'étranger que les étrangers eux-mêmes ont le droit d'utiliser le nom camembert? Il n'y a pas une confusion là? Oui, c'est vrai qu'ils peuvent en fabriquer aux États-Unis, au Canada, mais ils en fabriquent aux États-Unis, au Canada, en Chine. Mais on a la chance aussi d'avoir Normandie qui est connue. Donc c'est vrai que maintenant, nous, sur tous les packaging, donc les packaging, les boîtes, etc., on met toujours 1000 fois Normandie, lait d'origine normande, parce que la Normandie, c'est connu, donc on sert aussi de notre nom normand. Quel est aujourd'hui ton prochain objectif, le pays dans lequel tu veux inonder de camembert? Les États-Unis, parce que c'est un gros pas marché. gagné. Ouais, non. Alors les États-Unis, on va te demander un fromage peut-être le plus léger possible. Bah, c'est ça, de toute façon, c'est pasteurisé, je le sais. Malheureusement, on est avec un produit vivant et il faut faire avec, quoi. Ton plus grand défi, ce serait peut-être de réussir à vendre du camembert au lait cru dans le Nevada? Oui, voilà. C'est pas simple, ça. Voilà, c'est ça. Impossible de le passer en contrebande, alors. Ouais. Je pense que là, même en l'emmenant dans la glacière, je me ferai arrêter. J'ai pas envie de finir en prison au Nevada. Je te le souhaite pas. Non. Attends, transport de camembert illégal, ça fait pas terrible sur le CV. Ah, il y en a beaucoup des fromages ici. On en produit combien chaque jour? Alors ici, on produit 25 000 fromages chaque jour. Et ils sont tous faits à la main alors donc hein? Voilà, tous à la sont louche. faits à la main, à la louche. Et chaque mouleur va faire 1100 camemberts dans sa journée. Ah ouais, ça fait du boulot. En fait, on pourrait le mécaniser, mais moi je trouve qu'après, ça perd tout son charme si on commence à mécaniser le produit. Bah, déjà, le goût sera différent. Et puis nous, quand la personne elle a son camembert en face, chaque camembert il est unique, quoi. Alors sur ces 25 000 fromages produits chaque jour, quelle est la proportion qui part à l'export? À l'heure actuelle, on a à peu près 9 à 10% qui est à l'export. Donc il y a une grande possibilité de progression. Voilà, moi mon but c'est vraiment d'atteindre peut-être 20% d'ici 2-3 ans. Et regardez ce qu'elle a eu comme idée pour vendre du fromage à l'étranger. C'est quoi l'objectif de cette étiquette-là? Alors là, c'était d'écrire Made in France, donc de faire vraiment une étiquette tout en anglais, et puis de partir sur bleu, blanc, rouge. Alors vraiment, c'est l'étiquette grand export, donc c'est ce qu'on vend en Australie,
C'est ce qu'on voudrait vendre peut-être aux États-Unis, où là c'est bien mis Milk from Normandy Farm, donc avec les deux Normandies, comme ce que j'insistais tout à l'heure. Donc nous on défend la Normandie et voilà, donc on essaie de se mettre en avant. Là on peut pas se tromper, on sait d'où vient le produit. Voilà. Je termine mon périple avec une bonne partie de tennis contre Charlotte. Un dernier exercice qui résume parfaitement le dynamisme et la combativité des 3 femmes que j'ai eu la chance de rencontrer aujourd'hui. J'espère que leur choix de vie et leur énergie vous auront ému et impressionné autant que moi. À très vite pour un nouveau numéro d'Histoire de se balader. Attention à la bouse. Ouais, il faut faire attention aux bouses de vache. Voilà. Qui est-ce qui a marché dedans? Ah oui, j'ai pas fait attention moi en marchant. Vous êtes marié avec une femme. Voilà. Enfin plusieurs, c'est une autre tradition. Je suis mariée avec mon mari quand même. Ouais. Vous n'aimez pas tellement mes pommes, hein, j'ai l'impression. J'espère que je vais aimer le cidre. Santé. Ah non, j'allais vous oublier. Santé, hein.